Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en direct sur votre chaîne préférée. Nous sommes le mardi 17 décembre 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai dans un premier temps Jean-Marc Pambé, le futur ex-PDG de Salomon. Focus ensuite sur Valloire, dans Un jour une station avec Emmanuelle Lacoste, la directrice de l'Office du tourisme. Et enfin, nous parlerons de la prévention avec l'opération Nez Rouge. Mais avant toutes ces réflexions, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria. Salut Victoria. Salut Seb. Pour les titres de ce journal du 17 décembre 2019, on reviendra évidemment sur cette nouvelle journée de mobilisation par rapport à la réforme des retraites. Bien sûr, le mouvement ne faiblit pas. On est allé notamment à Chambéry suivre le départ du cortège qui s'était lancé devant le palais de justice. Près de 2500 manifestants étaient au rendez-vous. On verra aussi l'impact de ce mouvement sur les écoles avec un reportage de Clémence Waldès qui était là en Haute-Savoie. Et puis un sujet un peu plus léger en fin d'édition, avec une école de cirque du côté de Chambéry. Voilà, on quitte les sujets lourds, on va dans la légèreté, dans la voltige avec notre série de la semaine qui débute ce soir. C'est Jean-Paul Crespi qui nous fait découvrir le Centre des Arts du Cirque de Chambéry. Merci beaucoup Victoria, on te retrouve tout à l'heure pour le journal. Allez, on commence cette émission avec mon premier invité, monsieur Jean-Marc Pambé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous le disiez en introduction, vous êtes le PDG de Salomon pour encore 2 semaines, à peu près. Jusqu'au 31 décembre. Ouais. Puisque Michael Watt vous succédera officiellement, donc le 1er janvier 2020. Dans quel état d'esprit êtes-vous là, quelques jours de cette transmission officielle? Très serein. Transition en douceur, bien organisée, anticipée. Tout s'est préparé. J'ai été aux commandes presque jusqu'au bout et on a travaillé depuis 4 mois environ avec Michael White, donc mon successeur. Donc voilà, tout est bien préparé pour que le relais se fasse très bien. Qu'est-ce qui prédomine aujourd'hui? C'est quoi? C'est du soulagement, de l'appréhension de la suite ou le sentiment du devoir accompli ou les trois? Non, c'est un peu, bon, il y a un peu de tout, mais je dirais d'abord le sentiment alors, du devoir et surtout, on a travaillé ces derniers mois avec nos nouveaux actionnaires un plan 2025. Donc le plan est écrit. Hein, les grosses décisions sont prises, on va dire. Hein, les orientations sont définies. Donc ça, je suis content, vraiment content de ça. Après, derrière ça, concrètement, j'ai eu le temps de dire au revoir. On fait encore la fête de Noël demain soir, je dirais, avec les 700 collaborateurs à Annecy. Donc, le temps tranquillement de dire au revoir à tout le monde. Et l'appréhension, non, parce que je vais pouvoir profiter un petit peu de mon temps. Voilà, je me définis comme un futur pré-retraité actif. Est-ce que vous avez conscience que c'est un véritable chapitre de votre vie qui va se refermer là, puisque vous avez passé, on le rappelle, 34 ans au sein de Salomon? Ouais, c'est un chemin, ouais, c'est plus de la moitié de ma vie, donc oui, j'y pense parfois. Alors, je passe pas ma journée à y penser, mais oui, il y a un brin d'émotion là-dessus. Alors, je vais rester quand même en contact pour un certain nombre de choses, je dirais, dans les semaines et les mois à venir. Oui, ce ne sera pas une rupture abrupte. Non, c'est pas. Alors, je suis pas viré du jour au lendemain. Donc, je dirais, je vais avoir encore des contacts. Je suis encore dans la communauté de l'outdoor avec l'Outdoor Sports Valley, avec le European Outdoor Group. Donc, j'ai encore des responsabilités. Donc voilà. Mais oui, c'est quand même à un moment donné. Bon, c'est un virage, c'est un chapitre. Je dirais, ouais, c'est un chapitre de ma vie. Ouais. Cette décision, j'imagine qu'elle a été le fruit d'une longue réflexion, ou alors est-ce qu'il y a eu un événement qui vous a fait basculer? Non, alors c'est une discussion. Alors, donc nous avons des nouveaux actionnaires chinois à 80% et canadiens à 20%. Et la discussion ce printemps, sur ce plan 2025, s'est faite vraiment tranquillement avec eux. Et on a décidé ensemble. Alors eux, ils sont très simples en fait dans l'approche. Il y a un plan 2025. Ils veulent qu'une équipe pilote ce plan à 5 ans dès le 1er janvier 2020. C'est simple. Moi, j'avais prévu moralement, alors avec mon épouse à 62 ans, dans 2 ans, de m'arrêter. Donc je m'arrêtais au milieu du gué. Ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc on a tout naturellement, je dirais, conclu ensemble que c'était mieux d'anticiper la transition. Voilà. Pour le bien, malgré tout, au-delà du bien de Jean-Marc Pambé, c'est surtout pour le bien du projet Salomon, quoi. Parce que c'est ça qui guide. Moi, ce que j'ai fait depuis 1 an, c'est de travailler le projet. Alors on dit 2025, mais c'est la décennie suivante, c'est 2030. Parce que je compte que Salomon continue à se développer sur le futur. De quoi êtes-vous le plus fier? Le travail d'équipe, les gens, la collaboration, je dirais. Le Design Center, c'est notre bureau à Annecy, c'est 700 personnes aujourd'hui. On a 30% de gens qui ont moins de 5 ans d'ancienneté, donc ça veut dire qu'on a recruté plus de 200 personnes à Annecy, qui n'existaient pas, dont les rôles n'existaient pas. Et puis c'est 30 ans de collaboration avec des gens, avec des équipiers d'Annecy, des équipiers. Alors moi j'ai eu la chance de travailler dans le monde entier
sur des aspects commerciaux, sur des aspects usines aussi. Et donc, ça a été un bonheur de collaborer avec toutes ces personnes. Question un petit peu difficile. Quel bilan vous tirez, vous, personnellement, de vos 10 ans de présidence? On rappelle la deuxième plus longue période de présidence derrière M. Salomon. Ouais, donc si on fait simple, je reprends Salomon. Salomon est à peu près à 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Salomon est à 850. On a développé les activités. Alors, le cœur de l'activité, c'est le sport d'hiver. Donc, Salomon est maintenu, renforcé dans sa position de leader mondial du matériel des sports d'hiver. Et puis, Salomon est un acteur maintenant de ce qu'on appelle l'outdoor. Alors, marcher, courir, on va dire, c'est du textile, c'est des chaussures de sport. Les chaussures sont très importantes chez Salomon. Et donc, on a réussi cette mutation d'entreprise. Une entreprise qui était, il y a 40 ans, une entreprise de fixation de ski, qui est devenue un acteur mondialement reconnu et leader dans le sport d'hiver, des skis, des fixations des chaussures, des casques, des masques, etc. Et est devenu un acteur qui équipe le sportif chaussures, textiles, voire qui équipe les gens dans leur quotidien. Voilà. Et dans le monde du sport d'hiver, on est la seule marque à avoir vraiment fait cette transformation qui s'est passée ces dernières 20 années, ces 20 dernières années. Est-ce que vous arrivez à sortir un meilleur souvenir de ces années? Chaque année, on va en trouver un. J'ai fait mon discours d'annonce de mon arrêt il y a 1 mois et demi, c'était le 5 novembre. Quand vous avez devant vous 700 collaborateurs à qui vous avez parlé pendant 15 minutes de ce virage et qu'ils se lèvent tous et que pendant 5 minutes, c'est long, 5 minutes, vous avez ce qu'on appelle une standing ovation. Ça va faire quelque chose. Ouais, c'est fort, ouais. C'est très très fort, ouais. Très très fort. Alors vous le disiez, vous avez donc grandement participé au développement, à la démocratisation de l'outdoor. C'est une de vos fiertés? Je crois qu'on peut dire qu'on Le fait de l'avoir rendu accessible à tout le monde aujourd'hui. Ouais, on a développé, on a dynamisé le sport outdoor. Marcher en montagne, ça existait. On était plutôt équipé de façon un peu lourde, des gros sacs à dos, des grosses chaussures. Et Salomon a apporté, alors en anglais on dit fast and light, rapide et léger, des solutions produits qui permettaient de marcher plus facilement, qui permettaient de courir. Et donc il y a un nouveau sport qui est né, qui s'appelle le trail running. Et des milliers de gens tous les week-ends en France, en Europe, aux États-Unis ou en Asie font du trail running. C'était un sport qui n'existait pas il y a 20 ans. Salomon a été le précurseur, le créateur, on peut dire, de cette activité, avec des organisateurs qui nous ont suivis, et des athlètes, je dirais. Donc c'est une triangulaire. Mais oui, il y a une fierté à avoir. Mais je vais donner un autre exemple. Les skis double spatule. Quand vous skiez dans les stations partout dans les Alpes, vous avez devant vous des skieurs avec des spatules à l'avant et des spatules à l'arrière. Voire même, ça arrose de neige derrière. Okay, le ski double spatule, c'est aujourd'hui une création Salomon, il y a 20 ans. Salomon appartient au groupe chinois, vous l'avez un peu évoqué, Antasport depuis mars 2019. Qu'est-ce que ça a changé concrètement là depuis 6 mois? Est-ce que ça a changé quelque chose concrètement pour Salomon? Ah oui, ça va changer. Alors déjà, le groupe Anta rachète Hammersport déjà, puisque nous dépendons d'un groupe finlandais, c'est tout le groupe qui a été racheté. Et regarde le développement d'Hammersport à travers 2 marques importantes, prioritaires, c'est Salomon et Arc'teryx. Arc'teryx, c'est une marque de vêtements de montagne que Salomon avait acheté en 2001. Et donc, eux viennent du marché chinois. Leurs affaires ne se font qu'en Chine, avec un concept où la marque est très importante et le consommateur est très important. Et donc, en 6 mois, ils nous ont permis là, on est en plein changement de nos organisations commerciales. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on vient de vraiment redéployer complètement nos organisations vente pour renforcer la force de vente attachée à Salomon. Okay, et donc, en 6 mois, ils nous ont amené, je dirais, un changement qui est excessivement important pour le futur et très, très, très positif pour Salomon. Dernière chose, un mot sur votre successeur, Michael White. Donc Michael, je le connais depuis 15 ans, puisqu'il est rentré chez Hammersport il y a 15 ans. Il est, lui, côté vente, il est patron des ventes. Alors, c'est toute son organisation qui vient d'être complètement changée, je dirais, puisqu'on réorganise toute la partie vente du groupe. Michael est un passionné de sport, et il nous connaît très bien. Alors, on a été collaborateurs. Moi, j'ai vraiment collaboré très, très, très longtemps avec lui. Il va découvrir le monde des marques. Donc, c'est un changement important pour lui aussi. Donc, il était parisien. C'est un Anglais parisien qui vient s'installer à Annecy. Mais il va vite rentrer dans le moule. Et nous, ça fait 4 mois qu'on collabore très, très, très étroitement sur ce projet. Donc, j'ai toute confiance. Mais voilà, à la limite, on va dire c'est le premier patron Salomon
qui n'a pas travaillé avec Georges Salomon. Donc c'est un virage pour l'entreprise Salomon. Merci beaucoup Jean-Marc Pambé. Belle nouvelle vie. Restez avec moi quelques minutes pour la revue de presse, puisque ça bouge dans le monde de la montagne. Ski7, leader mondial de la location de ski avec ses quelques 900 magasins dans le monde, est sur le point de racheter GoSport Montagne, selon nos confrères du Dauphiné Libéré. Ce rachat pourrait permettre à Ski7 d'accélérer le développement de sa nouvelle marque qui s'appelle Netski, qui est un nouveau concept de location de ski. Encore un nouveau point lourd dans le monde du ski, ça ne s'arrête pas? Oui, ça bouge, donc c'est bien. Je dirais, ça renforce encore l'identité montagne, puisque Ski7 est un acteur très important de la montagne, très qualitatif. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour dynamiser, je dirais, cet univers station en montagne et le sport d'hiver, qui est aujourd'hui encore un marché très important pour nous. Cela devient indispensable aujourd'hui de mutualiser pour être économiquement fiable? Oui, je pense qu'à un moment donné, il faut... alors, c'est mutualiser, mais c'est aussi avoir plus de force pour dynamiser. Donc, c'est la notion de dynamiser, se connecter avec tout le monde des urbains qu'on essaye de faire venir à la montagne. Donc, avoir des acteurs sérieux, très qualitatifs, c'est pour nous très important. C'est un partenariat très important qu'on a avec eux. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci à vous. Très bonne continuation. Merci. Allez, on reste dans le domaine de la montagne avec notre rubrique Un jour, une station. Et ce soir, direction la Maurienne avec mon invité Emmanuel Lacoste. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de Valoir Tourisme. Merci d'être là. Commençons d'abord avec une première question. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui nous disent Valoir c'est beau mais c'est loin? Écoutez, tout simplement qu'on a une facilité d'accès, on va dire qu'on a l'autoroute jusqu'à Saint-Michel-de-Maurienne et ensuite les vacanciers peuvent être pris en charge par des systèmes de navettes, donc non, absolument aucun problème. Et je dirais même plus, aujourd'hui, on a travaillé sur le sujet, puisque pour nous, c'est très, très important. Donc, on a notre SEM Valoir, qui est le domaine skiable qui exploite les remontées mécaniques, qui s'est rapproché d'une start-up lyonnaise qui s'appelle LICO, pour mettre en place et trouver une solution de transport responsable. Donc, une personne qui souhaite se rendre sur Valoir et qui, inversement, en fin de séjour, souhaite quitter la station, se connecte sur mobi.valoir.com et a la possibilité de trouver différentes solutions pour rentrer à la maison ou pour aller sur Valoir. Système de VTC, navette, covoiturage. Donc, pour nous, le geste vert est très, très important. Alors, parlez-nous un petit peu de vous. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la tête de Valoir Tourisme au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises? Le 14 juin, c'était un dimanche. Oui, alors écoutez, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le tourisme. J'ai débuté ma carrière au Corbier à l'époque. C'était en 1999, donc il y a vraiment tout juste 20 ans. J'ai fait mes premières armes touristiques là-bas. J'ai affiné mes méthodes de management. 10 ans après, j'ai rejoint les équipes de Valménier, donc toujours sur la Maurienne. C'était intéressant cette expérience-là parce que, outre les missions purement touristiques, j'ai pu gérer les infrastructures communales, donc les garderies, patinoires, piscines, etc. Quelques 8 ans après, écoutez, je suis partie dans les Hautes-Alpes. J'ai été dans le pays des écrins, 37 000 lits touristiques, donc à la direction de l'Office de tourisme communautaire. Et puis, jusqu'à ce que je vois cette jolie annonce de Valoir, qui était pour moi très, très intéressante pour rejoindre Valoir. Voilà. Comment se présente cette saison hivernale là, qui est sur le point, on est dans les prémices? Sans surprise, bien. Le taux de confiance est plutôt élevé. On a reçu encore récemment les derniers chiffres. On nous annonce une hausse d'occupation de plus 4,7 points. Donc c'est quand même important par rapport à l'année dernière, sachant que la moyenne des stations de montagne à date est à plus 2,3. Donc vous êtes légèrement au-dessus. Oui. Après, il n'y a pas une période commerciale où aujourd'hui on est en dessous de l'année dernière. Si on prend l'exemple de Noël, puisque je vois cette jolie vidéo, on est à plus 9 points par rapport à l'année dernière. La neige est déjà là, elle est bonne? La neige est là. On a déjà lancé 2 week-ends de préouverture. Que l'ouverture définitive est ce week-end? Oui, c'est samedi. Donc les passionnés de ski ont pu commencer déjà à skier sur nos pistes les 7 et 8 décembre et le 14 et 15 décembre. Des nouveautés pour cette saison 2019-2020 du côté de Valoir? Oui, alors on parlait de domaine skiable justement. Donc le domaine skiable a investi et continue d'investir. Il faut savoir qu'il y a eu une première série d'investissements pour développer la neige de culture. Aujourd'hui, cette phase, elle est terminée. Maintenant, on a entamé une deuxième phase de renouvellement d'un télésiège en particulier, qui était un petit peu ancien.
Donc l'idée, c'était de le rendre plus performant, plus confortable aussi, c'est important, et plus rapide. Donc c'était un investissement de plus de 8 millions d'euros. Oui, donc C'est une somme, mais pour nous, c'est important de soigner cette qualité de service parce que ça fait partie de la qualité d'accueil et de ce fait-là, ça participe à la fidélisation des clients. Donc ça, c'est un premier gros volume pour cette année. Après, on a un vrai domaine skiable, donc relié avec nos voisins de Valmeinier. Et là, on a, de ce côté-ci, eu un travail de nos voisins et néanmoins amis d'extension du domaine skiable qui s'appelle la partie de la Sandonnière, qui monte le point culminant du domaine Galibier-Tabor à 2750 mètres. Mondialement connu, le Galibier. Oui. Quand on pense à Valeur, on pense aussi au fameux concours de sculpture sur neige, 37e édition, au mois de janvier. Oui. C'est quelque chose dont vous êtes très très fier. C'est vraiment un des fleurons de Valoir. J'allais dire que c'est l'événement incontournable. C'est la marque de fabrique de Valoir. Ah oui, complètement. D'ailleurs, on s'enorgueillit de dire que nous sommes la capitale de l'art éphémère de montagne. Hein. Et c'est vraiment pas un mythe, c'est une vraie réalité. C'est aujourd'hui plus de 200 artistes du monde entier qui postulent, prétendent pour pouvoir travailler cet art et cette matière qui est particulièrement difficile à travailler, hein, selon les conditions météo, selon les températures. La matière, elle ne travaille pas de la même manière. Et du coup, finalement, c'est ce qui fait sa valeur, c'est cette difficulté-là à travailler. Aujourd'hui, vous parlez des sculptures sur neige, mais avant, du 14 au 17, il y a les sculptures sur glace. Donc, c'est vraiment deux grands temps forts. Beaucoup de spectateurs. Il faut savoir que les artistes travaillent 3 jours et 3 nuits. C'est une course contre la montre pour pouvoir arriver à un produit fini qui est magnifique et qu'on arrive vraiment à mettre en valeur grâce au jeu de lumière, en fait. Rendez-vous donc au mois de janvier du côté de Valoir pour admirer tout votre travail. Oui, on a le mois de janvier qui est très dense, oui. Merci beaucoup Emmanuel, on vous souhaite évidemment une très très belle saison. C'est très gentil, merci. On espère que tout se passera bien du côté de Valoir. Merci bien. Je vous invite à rejoindre la régie, on passe à nos derniers invités avec notre rubrique Bonne idée. César Glaret, Marie-Jeanne Rodriguez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes respectivement président et responsable des bénévoles de l'opération Nez Rouge. C'est ça. Merci d'être là. Très important de mettre en lumière ce que vous faites. Déjà, dites-nous, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, l'opération Nez Rouge, qu'est-ce que c'est? L'opération Nez Rouge, c'est sur toute la Haute-Savoie. C'est le 31 décembre. On va chercher toutes les personnes qui ne sont pas en état de conduire sur toute la Haute-Savoie. On ramène la voiture et les personnes gratuitement. Nous avons 3 antennes, une à Pringis, une à Cluses, une à Thonon. Et on a un point relais sur la Clusaz. Alors le terme nez rouge, il fait donc référence à l'apparence que l'on peut avoir en état d'ébriété, c'est bien ça? Non, c'est surtout en référence au Québec, parce que l'opération vient du Québec. C'est né là-bas? Et c'est le petit renne rouge qui est notre emblème. Voilà. Comment elle est arrivée en France, justement? Comment ce transfert a eu lieu du Québec à la France? C'est venu au Québec, c'est parti du Québec, c'est venu dans le Jura. Après, ça a été en Suisse. Et de la Suisse, c'est venu en Haute-Savoie. Alors, vous l'avez dit, vous allez être forcément très sollicité pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre, mais vous proposez également vos services tout au long de l'année. Voilà, exactement. On fait toute l'année. Hein. On fait pour les boîtes de nuit, on travaille pour les villages, les fêtes au village, les balles. Les entreprises voilà. Également. Pour les entreprises, là, juste, il y avait le président de Salomon, on travaille pour eux jeudi, justement parce qu'il y a la fête de fin de saison. On travaille pour Micheux, TP, pour Pilote, plusieurs entreprises comme ça. Des inaugurations d'entreprises aussi. Partout où il y a de l'alcool, ils font appel à nous. Alors comment ça se passe concrètement si on veut faire appel à vos soins? Le 31 décembre? Oui. Ou tout au long de l'année? Là, c'est important de savoir pour le 31 décembre parce que c'est bientôt là. Donc les personnes qui veulent qu'on les reconduise appellent le numéro vert, le 0800 802 208. Et il y a une équipe de 3 bénévoles qui va sur le site, là où les gens en sont, et qui prennent la place du conducteur et on les reconduit chez eux. Avec leur véhicule? Avec leur véhicule, voilà. Sur la Haute-Savoie, vous fonctionnez avec combien de bénévoles? Là, cette année, on va avoir entre 180 et 190. On est en train d'améliorer un peu, puisque ça va en montant. En 2007, on était à 40 bénévoles. Là, on est à 180.
Vous voyez l'évolution un peu. Qui sont-ils justement, ces bénévoles? Il y a quoi? Il y a un petit casting pour comment ça se passe? Non, c'est tout le monde. Hein. Il y a beaucoup d'anciens qui sont là depuis le début. Hein. Là, dans la campagne de recrutement, il y a pratiquement 70% des anciens qui se sont réinscrits. Mais autrement, il y a des nouveaux aussi qui s'inscrivent en ce moment, là. Et bon, c'est un peu tout... Ça rajeunit un petit peu les bénévoles. Tout le monde peut s'inscrire. Hein. Est-ce que les chiffres montrent que la nuit du 31 décembre elle est particulièrement accidentogène par rapport à d'autres soirées? Depuis 2005, il n'y a pas eu d'accident mortel dû à l'alcool. Donc, on est aidé par la préfecture financièrement. Oui, j'allais vous demander justement, il y a un travail de concert avec les autorités? Ah ouais, oui, beaucoup avec l'ADT, le département, tout ça qui nous aide, les communes, hein, parce qu'on n'a aucun financement, c'est tout des dons ou les communes qui nous aident. Hein. C'est une fierté justement de constater qu'il y a moins d'accidents, voire plus d'accidents pour ces soirées particulièrement arrosées. Oui, c'est une fierté, mais ça sera une fierté quand ils n'auront plus besoin de nous. Hein. Comment on peut expliquer justement le fait qu'autant de personnes alcoolisées prennent le volant, prennent encore le risque de prendre le volant? Puis il n'y a pas que l'alcool, il y a la fatigue, maintenant de plus en plus des médicaments. Ça vous donne des troubles si vous prenez certains médicaments. Mais après, quand vous êtes dans la fête, hein, vous ne pensez plus trop. C'est quand vous êtes pris le volant que vous dites « Ah, je ne veux pas du boire ». Mais on voit quand on fait des soirées, le SAM qui rentre pour être SAM, quand il ressort, souvent il n'est plus SAM. Il n'est plus SAM. Voilà, donc parce il faudra un SAM de substitution à la limite. Voilà, il y a l'ambiance, il y a tout, il se laisse un peu partir, un verre, deux verres, et le deuxième, il est déjà de trop. Est-ce que justement, pendant vos courses, vous en profitez pour, entre guillemets, prêcher la bonne parole, ou c'est vraiment pas votre rôle, vous êtes vraiment là pour les ramener d'un point A à un point B? Non, le 31, on les ramène de point A au point B. Mais après, quand on fait des soirées pour les entreprises, non, là, on leur explique. On fait de la prévention. On fait de la prévention. Hein. Il y a encore justement beaucoup de prévention à faire aujourd'hui, en 2019. Oui, il y a beaucoup, et surtout pour les jeunes qui commencent à conduire et qui ne se rendent pas compte que leur taux, pendant 2 ans, leur taux ne doit pas dépasser 0,20 et c'est difficile, quoi. Même un verre, ça suffit, quoi. Ils ont dépassé la dose et ils ne peuvent plus conduire. Et c'est difficile de leur faire comprendre, quoi. Au niveau des jeunes, on voit, les premiers mois qu'ils ont le permis, ça va, ils se tiennent droit. Mais après, ça déborde vite. Hein. Au bout de 5-6 mois, ils n'y pensent plus qu'il ne faut plus qu'ils boivent. Est-ce que vous avez un ordre d'idée de savoir combien de personnes que vous avez transportées, notamment pour la dernière campagne en 2018, par rapport à ce 31 décembre? On a fait 271 transports, qu'en 2007, on avait fait 57. Vous voyez un peu l'évolution. Oui, donc il y a une vraie évolution. C'est quoi? C'est bouche à oreille? Vous avez une vraie communication? Oui, puis vous, les médias, il ne faut pas oublier. Hein. C'est un peu tout le monde qui nous aide. Hein. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens quand vous allez chercher dans la voiture? Ils sont contents. Souvent, ils nous embrassent. Hein, ils nous appellent leurs anges gardiens. Ils nous disent c'est formidable ce que vous faites. On n'a que des remerciements. Hein. Bon, c'est vrai que moi, c'est ce que je dis à tous les bénévoles. Si on ne sait pas dans tout le déroulement de l'opération, si on a sauvé une seule vie, on a gagné l'opération. Voilà, ça sera toujours ça. Merci beaucoup, en tout cas, bonne campagne. On rappelle donc Opération Nez Rouge. On rappelle le numéro 0800 802 208. Et tout est gratuit chez nous. C'est noté. Merci et bravo en tout cas. Merci de nous avoir accueillis. Merci bien. Blanc, et passez des bonnes fêtes. De bonnes fêtes également. C'est terminé pour cette première partie. Je vous invite à rejoindre la régie. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal présenté par Victoria Lopez. À tout de suite.